Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au rendez-vous quotidien sur la chaîne citoyenne La Vision du Futur. La famille de iMatin s'installe pour vous servir encore ce matin avec beaucoup de plaisir. Nous espérons que vous vous êtes bien réveillés et que tout le monde est devant son écran, tout le monde est connecté pour donc bénéficier du menu de ce deuxième numéro de la semaine. Nous sommes le 30 juillet, une journée pas comme les autres parce qu'aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale de l'amitié. Donc, c'est l'occasion pour vous d'envoyer un petit message à un ami, à une amie, pourquoi pas. Et ce matin, sur ce plateau, je suis avec Larissia. Larissia, bonjour. Bonjour. Et bonne journée de l'amitié. Merci beaucoup. Bonne fête également à toi. Merci beaucoup. Bonne fête à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent et aussi les internautes et la grande famille de IFM qui nous suit également. Tout à fait. Alors, je leur souhaite une très bonne fête de l'amitié et ils sont nos amis, n'est-ce pas? Oui, ce sont nos amis parce que sans eux, nous sommes rien. Sans eux, c'est que nous venons ici tous les matins bavarder dans le vide et repartir. Mais savoir qu'ils sont quelque part là au bout du monde ou bien au bout de la ville en train de nous suivre, ça nous égaye le cœur, ça nous donne de la joie, ça nous encourage à sortir et puis venir tous les matins être là à leur service. Donc, bonne fête à vous, nos chers amis. Souvent dans l'introduction, on dit amis téléspectateurs, amis internautes, amis auditeurs. Donc, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'amitié. Donc, bonne fête à vous. Bonne fête à vous et merci pour votre fidélité à ce programme. Ça se passe comme d'habitude, interactive sur la page Facebook Electron TV Tchad ou tout simplement laisser un message sur le 63 08 41 77. Alicia, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses dans cette émission. On va parler de beaucoup de choses. Le bien-être, comme toujours. Voilà, la santé de nos téléspectateurs d'abord. Et aujourd'hui, on va mettre un accent particulier sur la santé de la femme. Oui, la sexualité après l'accouchement. Voilà, un sujet souvent considéré comme tabou, voilà. À quel moment il faut faire, en tout cas, tout ça, c'est dans la rubrique bien-être. Et on va recevoir nos deux chroniqueurs également sur le plateau, voilà, pour échanger sur des sujets que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Déjà, nous allons donc dans la province du Mayo-Kébi-Est, on retrouve nos amis, voilà, c'est la journée de l'amitié, donc nos amis Banana du MKE, le Grand Mayo-Kébi, là. À travers cette vidéo, on va esquisser quelques pas de danse et puis voilà, on revient sur le plateau. Ouais.
tuano sumana nantim tuano sumana digi kroma sana mangi homoga digi kroma sana mangi homoga Fanyam javel lu fan baktuar filis kirmis loina ye maide dun maide ye maide ne la ba maide ye maide dun maide ye maide ne la ba maide nay mare la kane se maide nay mare la kane nul maide nay mare la kane dil maide nay mare la kane muri maide chulok maide Masina, ne mare la kane dono maide, ne mare la kane yel maide, kitu madana tapida bina. Dua krimis, puta bandegale, sendiri sana sana, berang ne berang. La force, samba musa kwa maiba, nigi sumba sana tapita bega, nigi sumba sana tapita bega, muri maide, chulok maide, ketere maide, mur masina. Et voilà le maillot qui est mis à l'honneur ce matin dans votre émission You Matin. Je vois monsieur Abarouna qui dit nous sommes là. Ouais. Merci d'être là. Merci de marquer sa présence. Oui, il le faut. C'est très important. Il le faut.
Nous avons hashtag également qui nous regarde ce matin. Nous avons Anderson Aka du côté de la Côte d'Ivoire qui nous regarde aussi. Bonjour à vous et merci pour votre fidélité à Electron Matin. Il y a aussi Ben Koudi depuis Gosbeida qui nous regarde, qui nous disons aussi big up. Big up. Merci pour vos messages, merci pour votre fidélité. Nous allons à présent donc parler de la sexualité après l'accouchement. Combien de temps il faut pour que le couple reprenne avec l'activité sexuelle? Un sujet considéré souvent comme tabou. Tabou, oui. Mais quand il s'agit de la santé, il n'y a pas de tabou. Et surtout quand c'est de la santé de la mère, c'est très important. Il n'y a pas de tabou. On va écouter les uns et les autres avant de revenir sur le plateau. Et vous aussi, pouvez donner votre avis sur le sujet. Selon moi, il faut avoir 3 mois plus tard d'abord pour reprendre avec l'activité sexuelle avec un homme. Parce que si tu reprends plus vite, ça cause un peu de problèmes, c'est pas bien. Ça fait à ce que la femme peut avoir grossesse si vite. Parfois, une mère a un enfant de 6 mois et elle est enceinte de 3 mois. Donc, c'est pas bien. Il faut avoir 3 mois d'abord pour avoir un peu de relations sexuelles avec ton mari. Et il suffit de laisser à la dame, après l'accouchement, vous voyez le voisin, il s'est étiré par rapport à la sortie des bébés, il y a eu l'écoulement de sang, tout s'est ovalisé, même si vous faites une semaine après, vous n'avez pas la satisfaction, là c'est comme vous vous êtes plongé dans une mare. Si vous attendez 1 mois, c'est différent, si vous attendez 2 mois, c'est différent. Moi, je pense qu'il n'y a pas un délai fixe. Supposez que vous n'êtes pas un coureur de jupons, vous ne partez pas brouter ailleurs. Vous allez partir où? Si vous êtes dans le besoin, après 1 mois, vous partez où? Si vous trouvez que vous n'avez pas besoin de vous exposer, moi je pense que 1 mois c'est largement suffisant pour permettre à madame, elle ne sait pas normalement reconstituer, mais le bébé, vous voyez l'épaisseur des bébés par rapport à, si vous permettez les termes, par rapport à l'épaisseur des pénis, c'est 2 choses complètement différentes. Donc si le bébé est sorti là, qu'est-ce qui va empêcher au pénis de ne pas entrer là? Moi, je pense que moi, personnellement, si je ne crains pas l'hygiène de ma femme, je peux attendre maximum 45 jours. C'est déjà bon. Parce que moi, je ne veux pas aller ailleurs. Ailleurs, il y a les maladies sexuellement transmissibles. Ailleurs, ça demande un autre investissement. Votre salaire, c'est combien d'abord d'entretenir une autre femme au quartier? C'est l'activité sexuelle. Moi, je voudrais d'abord vous dire ma situation matrimoniale. Je suis polygame, 23 ans de polygamie. J'ai des femmes. Et puis, comme dans notre coutume, surtout les coutumes musulmanes, si une femme accouche, là, il faut au moins 40 jours pour aller chez la femme. C'est pour cela que moi, j'encourage toujours la polygamie. Et puis, fort heureusement, moi, personnellement, j'ai mon calendrier spécial. Si une femme accouche, je fais 3 mois. Ça, elle n'a pas gêné. Je lui donne sa ration. Elle se gère bien. Maintenant, si tout est vidangé, pendant 3 mois, je reviens faire ma chose. Moi, je parle de mon expérience. Moi, ma femme, quand elle met au monde, 1 mois après, elle a directement ses règles. Et ce qui a fait que, vous savez qu'à moins de 20 ans, j'ai 8 enfants. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, là même, je me suis beaucoup abstenu. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok. Et s'abstenir, je reviens maintenant, sur la question proprement dite. Ça dépend, parce qu'au début, quand tu viens de te marier, là, tu es excité. C'est-à-dire que même après 2 jours, tu as envie de faire. Mais comme la femme est encore vraiment à son état, tu peux pas le faire. Mais je crois que, comme un collègue vient de le dire, que chez eux, le musulman, c'est 40 jours. Mais nous, après peut-être 30 jours, c'est faisable et pourquoi pas. Qu'une femme relance l'activité sexuelle après l'accouchement, selon moi, bon, je préfère d'aller à 3 mois, quoi. 3 mois, une femme peut relancer l'autre sexuellement.
elle doit se rétablir après l'accouchement. La femme a besoin de repos, a besoin de se rétablir bien avant de reprendre, quoi. Certains hommes qui ne sont pas d'accord, certains hommes, c'est à un mois, ils veulent, même pas un mois, ils veulent vraiment reprendre, donc c'est pas bien. Une fois accouché, on est malade, tout ça avec de nos jours, il y a beaucoup de choses qui se passent avec l'accouchement. Donc après l'accouchement, il faudrait que la femme se rétablisse bien, il faudrait que les hommes aussi comprennent les femmes, quoi. Après l'accouchement, il faut que la femme se rétablisse avant de passer à l'acte sexuel. C'est ce que moi je retiens. C'est vrai que les avis sont partagés. Chacun essaie de donner l'expérience de son couple. Un mois, 40 jours, 3 mois. En tout cas, ça dépend de chaque couple et ça dépend dans quel état la femme a accouché. L'important, c'est de communiquer. L'important, c'est de tenir compte de la santé de la femme. Si Dina le permet, 30 secondes. J'ai vu une publication sur Facebook. Une dame qui a accouché par césarienne. Et quelques jours, une semaine après, son mari veut passer à l'acte sexuel. La femme refuse, le mari fait des chantages. Si tu ne cèdes pas, moi, je vais aller chercher dehors. La dame a cédé et elle s'est retrouvée où? À l'hôpital. Encore au bloc opératoire. Parce que la cicatrisation ne s'est pas encore faite. Une semaine. Donc, après la césarienne de et il y a également, pour certains hommes, c'est leur coutume également, et les initiés et autres, il faut également du temps, parfois c'est 3 mois, avant qu'ils ne puissent rentrer derrière la femme qui a accouché. Donc, on peut dire que c'est une bonne manière. Au moins 3 mois, la femme a eu à se reconstituer un peu. Voilà, donc, et c'est lui qui a parlé également de la polygamie. Celui-là. Il dit que c'est la celui-là. Voilà. C'était son choix. 3 femmes et puis si l'autre a accouché en attendant, on se débrouille avec les autres femmes. C'est aussi son choix. En tout cas, c'était les avis des uns et des autres. On reviendra peut-être très bientôt avec un spécialiste de la santé pour nous éclaircir un peu sur cette thématique. À présent, Actualité matin de Dina Love. La salle de réunion de la Direction générale de la police nationale est prise d'assaut par les forces de sécurité intérieure ainsi que leurs responsables. Sur les visages des agents, l'attente était au calme mais résolue, celle d'un acte citoyen et sanitaire, le dépistage volontaire et confidentiel des infections à VIH et des hépatites virales B et C. Cette initiative, pilotée par le ministère de la Santé publique à travers ses services spécialisés, vise à faire tomber les barrières du silence, de la peur et de la stigmatisation autour de ces pathologies qui continuent de faire des ravages, parfois silencieusement. Au total, plus d'une centaine d'agents des forces de sécurité intérieure ont été dépistés sur place. Le directeur général premier adjoint de la police nationale, le contrôleur Paul Manga, s'est personnellement prêté à l'exercice. Un geste fort, porteur de sens et d'exemplarité. Monsieur le coordinateur, monsieur le directeur de la santé et monsieur le responsable, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales, c'est bien ça? Comme d'habitude, nous avons une direction de la santé très active qui est associée à toutes les activités du ministère de la Santé publique. Et comme tel, étant agent des forces de défense et de sécurité, nous devrons, n'est-ce pas, nous dépister pour savoir ce que nous avons comme maladie pour être aptes sur le terrain. Vous êtes sans ignorer que ces maladies virales font rage. Et quand elles font rage, les policiers qui sont en contact permanent avec les autres citoyens ne sont pas épargnés. C'est pourquoi nous invitons tous nos collègues à se mobiliser pendant la période allant du 28 juillet jusqu'au 6 août pour se faire dépister. Non seulement pour les hépatites, il y a également le VIH-Sida et les syphilis.
Une fois de plus, nous remercions le ministère de la Santé publique à travers son coordinateur ici présent pour les multiples efforts qu'il ne cesse de fournir, soit l'appui multiforme à la police nationale. Cette parole d'engagement rejoint celle du médecin-chef de la campagne qui se réjouit de la mobilisation des agents de la police nationale, saluant une démarche à généraliser à toutes les institutions. Tous les cas positifs identifiés seront immédiatement pris en charge au centre de santé de la police nationale situé au commissariat numéro 2 de Ndiari dans le 8e arrondissement. Hépatite, faisons tomber les barrières. Tel est le mot d'ordre de cette campagne qui sauve des vies. Le dépistage n'est pas un tabou, c'est un acte de prévention. Que chaque citoyen prenne exemple car la santé n'attend pas. Devant les élus locaux, administrateurs et personnalités politiques, le chef de l'État a présenté la décentralisation comme un choix constitutionnel, politique et stratégique. Elle vise à rapprocher les politiques publiques des citoyens, valoriser les potentialités locales et corriger les inégalités territoriales. Le président a insisté sur la redéfinition des rôles entre l'État et les collectivités autonomes dans le strict respect des lois organiques. L'État conserve ses fonctions régaliennes, tandis que les collectivités deviennent motrice de développement local. Parmi les réformes annoncées figure le changement des dénominations de gouverneur en délégué général, symbole d'une nouvelle vision de la gestion territoriale. Le président a également insisté sur la nécessité d'une collaboration constructive entre représentants de l'État et les élus locaux. La réussite de cette réforme repose sur le transfert effectif des compétences et des ressources aux collectivités autonomes, la création d'une fonction publique territoriale adaptée et un financement durable basé sur la fiscalité locale, un mécanisme d'équité financière, un fonds national et les partenariats publics-privés. Le président a souligné l'importance de la bonne gouvernance, avertissant qu'aucun écart ne serait toléré dans la gestion des deniers publics. Il a rappelé ensuite que la Cour de comptes et les organes de lutte contre la corruption seront mobilisés pour assurer la transparence. Pour le chef de l'État, la décentralisation n'est pas une simple réforme administrative, mais un levier de transformation nationale. Elle doit aboutir à une feuille de route claire avec pour mécanisme de suivi et calendrier précis afin de bâtir un Tchad plus démocratique, efficace et solidaire. À la suite d'une vaste opération de vérification, la Direction générale de la police nationale a dévoilé une liste noire de 1049 agents radiés pour abandon de poste prolongé sans motif légitime. Cette révélation constitue non seulement un désaveu pour la rigueur administrative, mais aussi un signal d'alarme sur les conséquences budgétaires de ces irrégularités. Ce phénomène des fonctionnaires fantômes n'est pas nouveau au Tchad. Depuis plusieurs années, l'État mène des campagnes de recensement et d'enrôlement biométrique pour extirper ces anomalies de son appareil administratif. L'objectif visé est de maîtriser la masse salariale et optimiser l'utilisation des derniers publics. Mais malgré ces efforts, les cas subsistent et se chiffrent en perte colossale, car derrière chaque nom fictif se cache une perte financière, des milliards de francs CFA dilapidés en salaires, primes, indemnités de logement, de transport et cotisations sociales, versées à des personnes inexistantes ou absentes des postes de travail. Une saignée budgétaire qui sape les efforts de réforme et entame la confiance des partenaires financiers du Tchad, qui exigent plus de rigueur et de transparence dans la gestion des dépenses publiques. Dans cette longue liste, les agents décédés figurent malheureusement parmi les révoqués, des hommes et des femmes tombés au service de la République dont la radiation soulève les interrogations ethniques et administratives. Il serait judicieux que les autorités compétentes réexaminent ces cas afin de rendre justice à ceux qui ont servi loyalement la nation jusqu'au dernier souffle. Face à cette vague de révocation, l'État se retrouve à un carrefour, celui de la réforme profonde ou de la récidive silencieuse. Il est donc impératif de transformer cette crise en opportunité en recrutant de manière rigoureuse une nouvelle génération de policiers animés par le sens du devoir, la loyauté et la discipline. En luttant contre les fonctionnaires fictifs, c'est la crédibilité de l'État et la qualité de la dépense publique qui sont en jeu. Plus qu'une mesure disciplinaire, cette radiation massive doit être le point de départ d'un assainissement durable du secteur public pour un Tchad plus juste, plus efficace et plus respectueux de la mémoire de ses véritables serviteurs.
في العاصمة نجمينا تجسد قضية النظافة والصرف الصحي مفارقة صارخة، فبينما تتكاثر المشاريع والمبادرات غالبا ما تظل الشوارع مليئة بالنفايات، مما يظهر اختلالا بين طموحات التنمية والواقع على أرض الواقع. وتسلط هذه الملاحظة الضوء على قصور أنظمة إدارة النفايات العامة، وتثير تساؤلات حول فعالية السياسات البلدية. لا يقتصر نقص حاويات القمامة في بعض الأحياء على تدهور بيئة المعيشة فحسب، بل يفاقم أيضا التوترات بين السكان والسلطات المحلية. استجابة لهذا الوضع المغلق يمكن تطبيق حلول ملموسة تجمع بين مشاركة المواطنين والابتكارات ذات الصلة لجعل أنجمين المدينة النظيفة التي نحلم بها. وفي حين تظهر هذه المبادرة رغبة في التحول، فإن استدامتها تعتمد على الملكية الجماعية والدعم المؤسسي. في أنجمين لا يقتصر الصرف الصحي على مسألة البنية التحتية فحسب، بل هو مسألة تتعلق بالمواطنة والحوكمة والصحة العامة. Les autorités du Burkina Faso ont réagi suite au décès de l'influenceur burkinabé Alino Faso, survenu durant sa détention à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alain Traoré, de son vrai nom, était détenu depuis janvier dernier et poursuivi par la justice ivoirienne pour intelligence avec des agents d'un État étranger et complot. La mort de l'influenceur a été qualifiée de triste nouvelle par le ministre burkinabé qui a affirmé avoir transmis son indignation et sa désapprobation d'une procédure qui ne respecte pas les principes et les valeurs diplomatiques. Il a également fustigé le délai de près de 3 jours entre le décès et son annonce officielle par les autorités, selon un média international. Les autorités militaires exigent une enquête sur ce drame et demandent le rapatriement du corps d'Alino Faso au Burkina. Elles émettent également des doutes. Le gouvernement s'interroge sur les motivations réelles de sa détention dans une caserne de gendarmerie plus de 6 mois après son interpellation et rejette avec force la thèse du suicide actuellement avancée par les autorités ivoiriennes, a déclaré le ministre de la Communication. Ce dernier a ajouté: le gouvernement condamne fermement cette disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Il s'indigne de cette tentative manifeste de tronquer les faits. يصل انتشار تزيين اللسى بين الفتيات والنساء إلى مستويات مثيرة للقلق في مدينة أنجمينا عموما وفي الولايات خصوصا، وغالبا ما ينظر إليه على أنه رمز للجمال من قبل البعض وهوية ثقافية من قبل آخرين، إلا أن هذه الممارسة ليست خيالية من العواقب، وذلك وفقا للأطباء، فإن استخدام الأدوات غير المعقمة مثل الإبر والشفرات قد يؤدي إلى الالتهابات خطيرة. وعلى الرغم من أن تزيين اللسى متجذر في التقاليد الثقافية لبعض المجتمعات في تشاد، إلا أنه لا يخلو من عواقب صحة الفم، فهذه الممارسة التي ينظر إليها غالبا على أنها معيار للجمال تعرض النساء لمخاطر عديدة بما في ذلك الالتهابات والآلام والمضاعفات الأسنان والآثار الجمالية غير المرغوب فيها على المدى الطويل. ونظرا لهذه المخاطر من الضروري رفع مستوى الوعي بالآثار الضارة لهذه الممارسة وتعزيز السلوكيات الصحية الوعية. ينبغي ألا يكون الحفاظ على القيم الثقافية على حساب الصحة البدنية، ويؤد الحوار المفتوح بين المجتمعات والأخصائيين الصحيين والزعماء التقليديين أمرا أساسيا لتشجيع الممارسات الآمنة التي تحترم صحة المرأة. Les rideaux sont tombés hier au stade de Paris-Congo. Lors de la finale de football du tournoi des médias, la rencontre mettait aux prises la presse en ligne face aux médias privés. Une rencontre qui s'est passée sous le regard de la présidente de la AMA en la personne de Halimé Assadia Ali. Animée en sons et couleurs, cette rencontre a vu la participation d'un grand nombre d'hommes de médias amoureux et passionnés du ballon rond. Cette deuxième édition, baptisée Noubadoum Sotina, journaliste porté disparu en 2014, dès l'entame de la rencontre, l'équipe de la presse en ligne a mis en œuvre rapidement son système de jeu en inscrivant 2 buts. C'est sur ce score que l'arbitre central a renvoyé les 2 formations au vestiaire après les 45 premières minutes de
De retour sur l'ère de jeu, la formation des médias privés a multiplié les stratégies pour revenir au score, mais en vain. Et c'est sur ce score de 2-0 en faveur de la presse en ligne que l'arbitre central a mis un terme à la rencontre. Il faut rappeler que c'est pour la seconde fois consécutive que les médias privés perdent en phase finale de ce tournoi, malgré les dispositions prises pour remporter ce trophée. Bon, il faut reconnaître qu'on ne s'y attendait pas parce que nous sommes venus avec une certaine confiance pour pouvoir remporter cette finale. Honnêtement, et peut-être cette confiance qu'on avait en nous qui nous a sortis hors de nous pour donner cette mauvaise prestation. Au-delà de la plume et du micro, l'équipe de la presse a démontré son talent sur le stade, ce qui leur a valu cette victoire bien méritée. Ça a été l'aboutissement d'un travail acharné fait par le staff technique de notre équipe depuis 3 mois que nous préparons cette compétition. C'est un sentiment de joie. Pour le comité d'organisation du dit tournoi, c'est un objectif atteint dans le cadre du brassage des médias. Une initiative qui vise à pouvoir promouvoir le métier de journaliste et aussi commémorer la mémoire de tous les journalistes, les anciens qui ont fait ces métiers et qui ont marqué de leur temps la presse tchadienne. Et l'objectif était véritablement de créer ce cadre de brassage entre les journalistes des différentes rédactions, des différentes corporations, de consolider la fraternité journalistique. Le rendez-vous est pris pour la 3e édition avec de nouvelles perspectives à l'horizon pour promouvoir le rôle de la presse tchadienne dans le processus du développement du Tchad. Et voilà, après Actu Matin, nous revenons sur le plateau d'Aricia. Le dernier élément me fait penser aussi à nous, les femmes des médias. Pourquoi pas nous aussi? Ouais. Ou bien, Minga nous dit alors, oui, nous aussi, on doit s'organiser. Oui, je vois la présidente de la AMA avait aussi souligné, il faut penser à créer également une équipe féminine de football et aussi élargir le tournoi. Pourquoi pas aller jusqu'en province. Donc, on espère avec l'arrivée de la présidente, tu sais, quand la femme est quelque part, toujours, il y a du bon. En tout cas, ce matin encore, des femmes se retrouvent sur ce plateau. Alors, vous savez que le plat sera bien servi, l'entrée, la sortie, tout sera bien servi. Irène, c'était pour annoncer également la rubrique Vérité de mère que nous prenons juste après le jingle. Une mère doit aimer son enfant plus que tout, mais pas seulement. Cette femme qui a reçu éducation familiale, qui a reçu aussi éducation intellectuelle. La sexualité dans le couple et la sexualité des jeunes. Et quelquefois, c'est aussi la faute des hommes qui poussent les filles ou bien leurs femmes. Et voilà, notre chroniqueuse, Madame Biden-Ruth, est confortablement installée sur le plateau. Avec elle, nous allons parler de vérité des mères, toujours des conseils pour notre bien-être de la vie quotidienne. Bonjour, Madame Biden-Ruth. Bonjour Irène, bienvenue. Bonjour Larissa. Bonjour. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va bien et vous-même? Ça va très bien. On est en forme. C'est ce qu'il faut entendre. La chronique Vérité des mères, et là, on sait qu'on va recevoir encore aujourd'hui des conseils pour nous permettre de savoir où mettre le pied, comment faire et tout ça. Donc, ça nous fait plaisir. Merci, Aujourd'hui, Irène. on parle de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler du travail des enfants. Quand nous disons enfants, nous voyons enfants de tout âge. Sur le marché, dans la ville, nous sommes pendant les grandes vacances, il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de travailler, mais qui malheureusement ne savent pas qu'ils sont en train de travailler. Travailler, c'est une mentalité. Travailler, c'est une façon de vivre. Travailler, l'enfant doit savoir que je travaille. Ça, c'est d'une part. D'autre part, l'enfant doit savoir pourquoi il travaille. Qu'est-ce qu'on entend par travailler? C'est là où se trouve justement tout le problème. C'est là où se trouve tout le problème.
Est-ce qu'un enfant doit travailler? Si l'enfant doit travailler, de quelle façon l'enfant doit travailler? Qu'est-ce que l'enfant peut faire? Quand nous allons sur Internet, nous posons des questions. L'UNICEF nous dit que le travail de l'enfant, à 90%, réside dans les parties les plus pauvres du monde. Pour dire que c'est la pauvreté qui conduit les parents à pousser les enfants dans le travail. Maintenant, quand nous venons à N'Djamena, nous disons à un parent que l'enfant qui circule dans la ville avec des bonbons, c'est un enfant qui travaille. Le parent dit non, l'enfant ne travaille pas. Ce n'est pas un travail. Alors ce matin, nous voulons vraiment attirer l'attention des parents. L'enfant qui fait la vaisselle à la maison, est-ce que l'enfant travaille? Où est la différence entre la petite fille qui balaye la cour chaque matin, le garçon qui cire les chaussures de ses parents chaque jour, c'est lui qui lave les habits et c'est lui qui transporte des sacs, des savons, des détergents, des chaussures sur son dos, sur ses épaules, circuler dans la ville et chercher justement à vendre sa marchandise. La différence est très grande. La différence, comme on le dit, on ne peut pas comparer les deux. Parce que la petite fille qui se lève le matin, balaye la cour, fait la vaisselle, elle sait que ça fait partie de son quotidien. Ça fait partie de son quotidien. D'accord? Cet enfant ne s'inquiète pas. Cet enfant ne s'embarrasse pas de savoir comment sa journée va se passer. Contrairement à celui qui se lève le matin, qui peut-être n'aura pas pris son petit déjeuner, mais qui doit sortir. Et il y a cette pression-là. Tu ne sors pas aujourd'hui. À quelle heure vas-tu partir faire le marché? Sinon, au marché, il y a une pression sur cet enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui à peine apprend qui il est exactement. On lui dit déjà, va voir les autres. Et ces enfants, en allant dehors, il y a toutes sortes de situations qu'ils vivent. Hein, la petite fille qui vend la cola, par exemple, combien de fois on donne un coup de pied, combien de fois on renverse son plateau de cola qu'elle est obligée de ramasser en pleurant. C'est des scènes que nous avons tous vécues. Malheureusement, nous n'intervenons pas. Nous n'intervenons pas parce que nous nous disons que le parent qui l'a envoyé dehors connaissait les conséquences, donc c'est son problème. C'est ce que nous disons tous. Combien de fois, personnellement, j'ai eu, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tenu à parler de ça, entre le week-end et aujourd'hui, j'ai eu acheté du savon dont je n'avais pas besoin parce que j'ai eu pitié. Le petit, oui. J'ai acheté du manioc, j'ai acheté des bonbons que je ne consomme pas. J'ai pitié de cet enfant. Et surtout vers 17h, quand l'enfant n'a pas vraiment fait le marché, vous voyez cet enfant fatigué, découragé, qui rentre à la maison et qui va se faire gronder. Oui, il a peur, il a peur. C'est la peur dans les yeux. Hier encore, j'ai acheté des pommes que je n'ai même pas encore consommées parce qu'il y avait une fille, elle doit avoir 12-13 ans, elle marchait difficilement, non seulement parce qu'elle était fatiguée, mais on pouvait voir, on pouvait lire dans ses yeux que cette petite a peur. Et il était 19h. À 19h, elle est encore dehors. Est-ce qu'elle attend un potentiel client qui va l'aider à ramener un montant conséquent à la maison? Ou est-ce qu'elle venait de sortir? Je me suis posé... un montant qui a été fixé par exactement. Sinon, demain, tu ne manges pas. Justement. Est-ce que il faut cela pour que l'enfant aille à l'école? Est-ce qu'il le faut? Ce n'est pas seulement au Tchad. Il y a quelque temps, il y a à peine un mois, j'étais dans un autre pays. J'ai vu un enfant marcher avec des boucles d'oreilles que j'ai dû acheter 2 paires parce que
l'enfant ne pouvait plus faire 1, 2, 1, 2. Et la maman avec qui j'étais lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis fatiguée. Elle lui a demandé, d'où viens-tu? Je ne connais pas le pays. Donc, d'après la personne qui était avec moi, l'enfant avait déjà fait 5 kilomètres. Pour vendre des boucles d'oreilles. Pour vendre des boucles d'oreilles. Et je lui ai demandé, mais tu vas rentrer comment? Il dit, Tantine, je vais marcher. Donc, ça fait plus de 10 kilomètres que cet enfant-là, il était à peu près 15 heures, l'enfant n'avait pas encore fini. Donc, c'est à partir de 17 heures qu'il prend la route pour rentrer à la maison. Donc, cet enfant aura sûrement fait plus de 10 kilomètres dans la journée. Sans manger. Sans manger, c'est ça le plus difficile. Sans manger. Et en plus, on lui a offert à manger. Ses parents lui ont dit, il ne faut pas manger la nourriture des étrangers. Le conseil des mamans africains. Oui, c'est bien, mais il faut pourvoir. C'est ça. Cet enfant à qui vous refusez, parce que nous, on lui donnait par compassion. Ouais. Un enfant de 8 ans qui doit marcher 12-13 kilomètres par jour, chaque jour, sans nourriture, sans eau. Nous étions obligés de lui donner de l'argent pour qu'il aille acheter lui-même sa nourriture. Ouais. Mais j'ai dit nous étions obligés en tant que mère. Mais quelle est l'obligation de l'autre? Le regard de l'autre. Ouais. Et cet enfant, un jour, dirait que mes parents ont payé mon école. Est-ce que cet enfant sera fier de dire que moi, mes parents ont payé mon école jusqu'à ce que j'ai, je ne sais pas moi, BPC, le bac? L'enfant doit être fier. Je ne suis pas contre apprendre à l'enfant à travailler, mais il y a travail et travail. Et quand l'enfant travaille, quelque part, il est dit l'ouvrier mérite son salaire. Quand l'enfant travaille, il doit manger. On ne ferme pas la bouche même du bœuf. Le bœuf qui travaille, il mange en travaillant. Quand le bœuf fait les champs, on lui donne à manger à une certaine heure pour qu'il ait la force de continuer. Et combien, à plus forte raison, un enfant. Mon propre enfant, je l'ai mis au monde, je l'envoie faire 15 kilomètres sans boire, sans manger. Et les enfants circulent dans la ville avec les embouteillages. Les enfants se mettent... Les gens circulent ici, exactement. Oui. Hein, quand vous arrivez au pont à double voie, les enfants se faufilent entre les véhicules pour vendre de l'eau, des serviettes, n'importe quoi. Des cache-nez avec toute la poussière. J'ai vu le reportage hier. Mais c'est écœurant. C'est écœurant. Et toujours la question, c'est est-ce que l'enfant connaît ce qu'il fait ou bien l'enfant sait que je dois ramener l'argent à la maison? Si nous repartons dans les normes de la société, les règles de la société, qui est censé rapporter l'argent à la maison? Qui est le responsable financier de la maison? Voilà la question. Ce sont les parents. Ouais, mais force est de constater que dans la plupart de ces cas, pour ces enfants qui font des distances pour vendre ou bien qui sortent le matin pour rentrer tard dans la nuit, c'est des enfants, on les appelle entre griffes les enfants restés. Dans la plupart des cas, tu prends ton enfant, tu envoies à ta soeur ou à ton frère pour qu'il ou qu'elle s'en occupe sans vérifier ce qui se passe, mais ton enfant est en train d'être exploité. C'est de l'exploitation. Ouais. C'est à ça que je voulais justement en venir. C'est de l'exploitation des enfants et c'est condamné par la loi. Un enfant qui travaille, c'est vrai, c'est un enfant, il ne doit pas travailler, mais quand il travaille, il doit avoir une compensation. L'enfant n'est pas obligé de sortir chaque matin, revenir le soir, chaque jour, pendant 3 mois. Parce que s'il ne fait pas ça, il n'ira pas à l'école. Ouais. L'enfant vise l'école, l'enfant vise l'instruction. Mais le physique, la partie psychologique de cet enfant est affectée à jamais. C'est là où vous trouvez des parents, quand moi j'avais ton âge,
Mais oui, à ton âge, je pouvais déjà vendre ceci, à ton âge, je pouvais, mais les conditions sont différentes. Et le problème de sécurité aussi, entre-temps, n'était pas comme de nos jours. Exactement, exactement. Il y a à peine 3 ans, on n'avait pas d'embouteillage. 3 ans, je suis allée loin, hein. On n'avait pas autant d'embouteillages un peu partout dans la ville. Et il n'y a pas une sécurité, il n'y a personne pour aider les enfants à traverser la route. On trouve des enfants de 5 ans qui vendent des petits citrons à peine sortis de la fleur. Des citrons sans jus que personne ne va acheter. Mais elle va passer toute la journée. Elle-même, elle va en presser 1 ou 2 et le soir, quand on va faire le décomptage, tu n'as pas vendu, mais où sont passés les citrons? Comment expliquer que je suis tombée, ça a roulé, quelqu'un a volé, pendant que c'est sur sa tête, quelqu'un vient et pioche? Mais bien sûr, ça ne passera pas. Donc, que ce soit votre enfant ou que ce soit l'enfant qui est resté, c'est un enfant. Devant la loi, c'est un enfant. Trouvez-lui quelque chose qu'elle peut vendre devant la porte. Quelque chose que cet enfant aura choisi. Elle peut rester devant la porte et peut aller, qu'elle reste dans le bloc. 1 bloc, 2 blocs, ça passe encore. En cas de quelque chose, c'est l'enfant d'un tel. On la connaît, on le connaît. Il habite chez les tels. C'est ça les enfants. Je le connais, c'est le petit frère de tel. C'est la petite sœur de tel. Les ventes devant les maisons. On peut rester devant la maison parce que nous avons introduit en disant que souvent c'est par manque d'argent. Et quand il y a la pauvreté, on peut utiliser des moyens. Mais nous n'allons pas à l'excès. Nous n'allons pas extendre ces moyens pour dire que vraiment, il faut que l'enfant travaille. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on ne menace pas l'enfant. On ne met pas la pression sur l'enfant, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Si tu ne ramènes pas l'argent, tu ne manges pas. N'oublie pas que d'ici 2 mois, tu dois aller à l'école et il n'y aura pas l'argent. Et comme l'enfant vise son instruction, l'enfant va le faire. Mais psychologiquement, c'est un enfant qui est brisé. Il y a la partie santé. Cet enfant qui va marcher pendant 3 mois, quelle force il aura pour commencer l'école? Il n'aura pas eu de repos. Il n'aura pas eu un moment de repos. D'ailleurs, il est plus fatigué pendant les repos que pendant l'année scolaire. Les vacances sont faites pour se reposer. Moi, je pense aux plus petits, quand vous parlez des 5 ans. Il y en a malheureusement. Il y en a malheureusement. Qui fait des kilomètres pour vendre. Qui fait des kilomètres et qui n'arrive pas toujours à entrer dans ses comptes. Les calculs. Et là même, c'est juste un aspect que la maman a touché, la partie vente. Mais il y a de ces enfants-là qu'on exploite aussi dans les champs, qu'on exploite dans certains travaux, qui, quand tu vois, ça fait vraiment mal. Tu vas te dire, mieux encore, ils partaient vendre devant la maison. C'est mieux. C'est encore mieux. En parlant d'exploitation, il y a aussi l'exploitation sexuelle. Ces enfants qui sont... livrés à eux-mêmes, se font violer dans la journée. Entre qu'est-ce que tu vends et dans qu'est-ce que tu vends, l'enfant n'a pas de défense. Que ce soit des garçons, que ce soit des filles qui sont maltraités, qui sont violés. Et il y a des cas tous les jours. On en parlera jamais. Les adolescents sont maltraités. Imagine les enfants de 5 les tout ans, petits. de 6 ans, voilà. Petits. Et l'enfant ne pourra pas se plaindre parce qu'on lui a dit va et ramène quelque chose. Quelqu'un m'a tapé, sûrement tu lui as mal parlé. C'est toujours la faute à l'enfant. Donc les parents doivent vraiment faire attention. Qu'est-ce que les autorités peuvent faire face à ça, surtout les tout petits? Moi, je pense bien qu'il y a moyen de... Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de réglementer ça. Il y a moyen de réglementer. Déjà, il y a la loi. Notre loi existe. Il y a des articles qui condamnent cela. Maintenant, il faut veiller à ce que la loi se mette en place. Moi, je pense que si les parents se mettent ensemble, on peut toujours agir pour ne pas dire on va aller à la mairie, mais par quartier. On peut s'organiser par quartier. C'est-à-dire les chefs de carré peuvent mettre avec les parents
Ils peuvent mettre des choses en place. Pourquoi ne pas créer un petit espace là où les enfants peuvent vendre? J'avais proposé une fois, on m'a dit non, les clients, on les trouve en route. Il faut marcher pour trouver. Ils vont là où il y a beaucoup de clients, ils vont dans des bars. C'est ça qui est encore dangereux. Ils sillonnent des bars. Parce que c'est dans les bars que les choses se vendent. En fait, c'est un sujet très large. En tout cas, chaque parent doit veiller. Il doit veiller, prendre ses responsabilités. Quand on envoie un enfant dehors, on prend la responsabilité. On signe un papier que je m'engage à... Je dis comme ça, que quand on prend l'enfant, on met dans la rue, ça équivaut à signer, je m'engage à laisser mon enfant aller dans la rue avec tous les dangers qu'il y attend. Et les dangers, il y en a avec les de toutes enlèvements sortes. de nos jours, chaque jour tu entends Tous les jours. Tel jours. enfant a disparu, tel enfant a été enlevé, et voilà. Donc c'est un problème très 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 sérieux et nous le disons comme ça et nous proposons que par carré on soit capable de savoir ce qui se passe. Les parents ont la responsabilité de se mettre ensemble, de discuter et de trouver des compromis, trouver comment vraiment, si on ne peut vraiment rien faire et que les enfants sont les seuls aides, parce qu'il y a aussi les parents malades. Je suis d'accord, mais il y a un âge pour faire certaines choses. C'est pas à tout âge qu'on peut tout faire. L'enfant qui lave les assiettes à partir de 4-5 ans n'est pas habilité à aller dehors pour vendre les chaussures. Compter l'argent, elle ne sait pas compter l'argent et elle se trompe chaque jour et chaque jour elle se fait taper. Donc ce n'est pas bien. En voulant faire du bien, c'est-à-dire ramener de l'argent, il y a beaucoup de conséquences. Certains qu'on ne verra jamais, qu'on ne connaîtra jamais. Une fille qui se fait violer, elle ne va pas directement venir dire. Non. Elle va garder pour elle et elle gardera ça pour le reste de sa vie. Il y a parfois les filles qui se marient mais qui ont des problèmes avec leur mari parce que chaque fois que le mari s'approche, elle voit cet homme-là qui lui a fait mal dans sa jeunesse. Donc il y a plusieurs situations qu'on ne va jamais comprendre tant que la fille ne va pas ouvrir sa bouche et dire que moi voilà ce que j'ai vécu. Donc c'est difficile. D'accord. Nous avons une réaction sur notre page Facebook des Roms qui dit: bonjour chères sœurs, j'apprécie bien les conseils que vous prodiguez aux familles. Les réalités de la vie poussent deux fois les parents à se comporter de la sorte. Imaginez une veuve expulsée par les parents de son mari, rejetée par sa belle famille avec les enfants entre les bras, vivant dans des conditions très précaires à leur place. Que feriez-vous? Cette veuve en question, est-ce qu'elle n'est pas... quel est le mot? Apte ou bien capable, voilà. Elle n'est pas capable, elle n'est pas handicapée, que vous n'avez pas mentionné qu'elle est handicapée. Quand nous allons au marché, nous trouvons des mamans avec des bébés au sein. Parfois des jumeaux même. Oui. Est-ce qu'elle peut travailler avec son enfant à côté d'elle? C'est possible. Ça, c'est une option. C'est une option. Oui. Si elle-même créer un petit commerce et puis les enfants sont tout autour en train d'aider, c'est-à-dire les enfants peuvent être peut-être chacun, moi je vends les arachides, mon enfant peut vendre des bonbons, un autre peut, c'est-à-dire on a plusieurs produits que nous proposons mais nous restons ensemble. C'est possible. Que d'envoyer ton enfant de 5 ans et parce toi, que tu tu es une restes à la veuve, maison. Tu n'as rien, on t'a expulsé, tu prends tes enfants de 5 ans là, tu envoies dans la rue. Maintenant, on enlève l'enfant ou bien il y a l'accident et tout ça. Tu peux aussi rester avec l'enfant, non? Initier l'enfant reste juste à côté, comme la maman l'a expliqué. Il y a des personnes très émotives qui vont voir l'enfant, c'est les mêmes articles, mais quand on va pour l'enfant, on préfère acheter avec l'enfant que la maman. Alors, ça fait également... Ça fait des rentrées pour la famille. En fait, être veuve n'est pas une condition, comment dire... on n'est pas malade, on n'est pas handicapé, on est juste veuve. On a perdu un époux. Et c'est difficile. C'est difficile, nous le comprenons. Vous êtes expulsés, nous le comprenons.
Mais la vie ne s'arrête pas là. La Protégez vie continue. vos enfants. Protégez vos enfants. Oui. Vous avez déjà perdu un mari. Vous n'avez pas envie de perdre Des un enfant en plus. Ouais. Il faut les Donc, protéger. protégez vos enfants. Il y a toujours le plan A, toujours le plan B. On peut avoir le C. On peut avoir le plan C. Nous comprenons bien, mais la vie de l'enfant n'a pas de prix. Surtout quand on a déjà perdu son père. Et cet enfant reste comme un souvenir. Hein? Exactement. Il faut prouver. C'est pour ça que nous disons tout le temps sur ces antennes, la femme doit être autonome. Parce que si cette femme vivait aux dépens de son mari, elle ne faisait rien du tout. Maintenant qu'elle est veuve, elle va beaucoup souffrir. Donc pendant que vous êtes jeune fille, formez-vous. Quand vous allez au mariage, continuez, prenez le temps d'apprendre. Il y a beaucoup des ateliers chaque fois dans la vie. On n'attend pas la semaine de la femme. Il y a toujours des ateliers. Il y a des ateliers en ligne, il y a des ateliers en présentiel. Informez-vous, apprenez. Le jour où vous serez seul, vous n'allez pas souffrir, vous n'allez pas chercher à gauche, à droite. Il y a des femmes qui ont toujours besoin d'un homme parce qu'elles ne peuvent rien faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Elle revient encore deux coups et dit 2 fois, ce sont les enfants même qui décident de se jeter dans ces pratiques parce qu'ils voient les autres enfants faire et réussissent à aider dans les petites dépenses. Il y a Firmé, il y a Kata qui dit merci pour vos conseils. Merci également pour vos messages, pour votre fidélité à Electron Matin. Nous venons donc de parler du travail des enfants. Voilà. On a appris beaucoup de choses, des conseils, partage d'expérience. Merci. On espère que ça va servir à quelque chose. Absolument. Voilà. Prenons soin de nos enfants, de nos progénitures. C'est très important. Merci à Madame Baïbarmrut pour tous ces conseils aussi. Larissa et moi avons appris beaucoup de choses. On va se donner rendez-vous mercredi prochain pour bénéficier encore d'autres conseils de la mère. On va accompagner donc Madame Baïbarmrut avec une capsule proposée par la régie et on va revenir sur le plateau après.
J'étais emportée par cette danse. Oui, les paroles du chant de tes mamans là. Oui, mes mamans avaient de belles images. Tu vois la coiffure africaine. Ça fait du bien. Avec les lafailles de chez nous et ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci donc au grand réalisateur Nabi Malachi. Il faut le dire aujourd'hui que Dina est assistée de Malachi aujourd'hui, qui fait les merveilles. Voilà. Alors, après cette capsule, nous revenons sur le plateau. On avait annoncé qu'on allait recevoir nos chroniqueurs à trop drôle sur le plateau. Malheureusement, certains ont eu des empêchements, mais qu'à cela ne tienne, nous poursuivons donc tout doucement ce deuxième numéro de la semaine. Et nous avons un coup de gueule. Notre avenue là. Et avenue Emmanuel Nadingar, c'est ça, non? L'avenue qui quitte l'Assemblée, qui va jusqu'au rond-point double voie là. S'il vous plaît, vous-même, Jacques Nadingar. Merci Dina. Avenue de Jacques Nadingar. Vous-même, vous voyez la route là. Quand le maréchal passait pour aller inaugurer le stade à Mandjafala, on a nettoyé la route. Je t'avais prévenu, je t'ai dit, j'étais contente, j'ai dit, waouh, enfin. Tout était propre, nettoyé. Revenez aujourd'hui. On ne voit même plus la route. Tout est sable. Tout est sable. Et il y a une partie où on a essayé d'arranger. On a cassé un peu. Moi, je me demande, est-ce qu'on n'a pas aggravé? On a aggravé, bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas aggravé? On a cassé. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Nous, on ne comprend pas. Parce qu'on a fini de casser. On a dégagé. Maintenant, c'est la poussière qui est là. On n'arrose même pas. Non, c'est terrible quoi. On arrose, parfois c'est à des heures tardives qu'on arrose. Pourtant, si on arrosait le matin, à midi, un peu vers le soir et aussi la nuit, ça pourrait aller. Mais là, c'est vraiment compliqué. Si tu t'habilles pour venir quelque part, de grâce, si tu n'as pas voiture climatisée, faut même pas oser dire que non, je vais m'habiller en blanc, je vais m'habiller en noir. Non, tu peux même pas mettre le blanc. C'est carrément... Juste ce petit tronçon quitter le rond-point double voie à l'Assemblée là. Tu es sale, tu deviens sale, poussiéreux. Nous, ce qu'on fait là, tu es poussière, tu retourneras dans poussière. On ne peut pas encore retourner dans la poussière là, donc de grâce, surtout que la commune du 7e arrondissement puisse prendre ses responsabilités. Parce que on voit dans d'autres communes là, tout est propre, c'est nettoyé. On voit les gens balayer. On ne sait pas si c'est l'effectif du personnel d'appui qui en manque. On ne sait pas. Mais vraiment, ça fait mal que le chemin qui mène vers l'Assemblée nationale puisse être ainsi. Ou bien c'est parce que les représentants du peuple sont en vacances là, et que nous aussi on doit souffrir. En tout cas, nous, on ne sait pas. On ne sait pas, mais il faut vraiment penser à cela. Il faut penser à nettoyer. Et surtout quand on nettoie, qu'on dégage les sables. Parce que si on ne dégage pas, ça sert à rien au fait. On pousse juste à côté et puis ça revient. 1 heure, 2 heures avec le vent là. 1 heure, 2 heures après, tout revient sur le goudron. Ça s'installe. Et il faut le dire aussi là-dessus à nos amis de Ben là-haut. C'est eux qui salissent les routes. C'est eux qui salissent les routes. On dit interdiction de circuler des gros porteurs. On dit, il y aura quelques bennes qui vont circuler parce qu'il y a beaucoup de chantiers dans la capitale. On ne peut pas interdire à toutes les bennes de circuler, mais le nombre de bennes que moi je vois... le nombre a augmenté. Oui, pour le nombre de bennes que moi je vois là. Non. Et surtout, ils se disent... On ne sait pas. Ils se disent que c'est la saison de pluie, donc il faut stocker les sables quelque part. Et alors, quand tu parles, personne ne t'écoute, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Tu vois même la police municipale dans les ronds-points qui, entre-temps, les arrêtait très tôt le matin parce que moi, j'ai eu à assister à 2 ou 3 scènes où la police les a arrêtés pour demander leur autorisation. Oui. Et ceux qui n'en avaient pas, ces conducteurs-là qui n'en avaient pas, on les a arrêtés. Parce qu'il fallait avoir une autorisation pour circuler. Quand je rentrais même de la télé, j'ai vu ces bennes-là garées encore. Je me dis, mais waouh,
on est en train de faire du progrès. Mais mon waouh là n'a même pas duré et puis c'est devenu... Comme mon waouh quand on avait nettoyé, donc c'est compliqué. En tout cas, c'est vraiment compliqué. Il faut que les autorités... C'est difficile. Et puis ça, c'est... C'est difficile. On sait que c'est pas facile, mais c'est possible. Hein. C'est possible. C'est possible. Et surtout avec la décentralisation, les moyens, c'est possible. Le 7e arrondissement est l'arrondissement le plus vaste. Hein, si je vois, c'est l'arrondissement le plus vaste qui, avec la décentralisation, peut aussi avoir beaucoup de ressources, beaucoup de moyens pour se prendre en charge. En tout cas, c'est un coup de gueule comme ça que nous lançons ce matin parce que nous souffrons beaucoup. Tu arrives au bureau, tu es tout sale. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Qui dit Apolline Ramadi, qui dit bonjour, ma famille est 30 et revient dit j'imagine les maquillages des femmes de nos jours avec les filtres sur cette route. Non, ça c'est réel en fait. Tu n'as plus besoin de te maquiller pour sortir. Il suffit de venir sur ce tronçon-là. C'est tout. Tu fais un tour, tu reviens. Toi-même, tu prends le miroir, tu te vois, tu dis... Ouais, le tronçon le plus sale de la ville d'Injamena. Oh, c'est sale, c'est poussiéreux. Ou bien c'est parce qu'il n'y a pas de pavés. Parce qu'il fut un temps, au temps de Mme Baïlemdana, elle avait exigé que tous ceux qui habitent au bord des grandes voies, tout le monde doit faire des pavés. C'est aussi l'une des solutions, hein, faire des pavés. Parce que tu vois là, on dégage le sable, c'est là juste à côté. Tout au long, là, il n'y a pas de pavé, il n'y a rien, c'est sable qui est là. Et tout de suite, le sable revient encore. Et aussi, il faut le dire, Irène, tu vois, entre-temps, quand il y avait encore les gens qui se débrouillaient au bord du goudron, ils prenaient le soin de venir le matin, nettoyer juste là où eux ils se placent. On peut dire que c'est un plus. Maintenant qu'ils ne sont plus là. On les a dégagés. Il n'y a pas de pavé, c'est le sol. On ramasse ou bien on nettoie la poussière du goudron pour ramener au sol. Du coup, ça revient. Puisqu'on n'arrose pas, il n'y a rien, il y a le vent, il y a des gens qui circulent. Ça revient automatiquement. La solution, il y a beaucoup de choses. C'est les pavés. C'est les pavés, oui, on peut dire que c'est l'une des solutions. On peut aussi arroser, on peut aussi nettoyer, mais dégager. Très loin dégager le sable pour nettoyer pour jeter très loin, mais aussi profiter pour damer avec quelque part. Parce qu'on voit quand il pleut, il y a des jeunes, des portes tout, qui viennent, ils ramassent les sables au bord du goudron pour aller donner aux commerçants ou bien damer avec sur les nids de poules au marché et autres. Donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de propositions. Voilà. On met ça comme ça sur la table. Voilà, il suffit juste de chercher et de mettre en pratique. La commune du 7e arrondissement, on vous en prie, on souffre sur cette voie-là. Trop de poussière. Non seulement ça salit, ça peut rendre malade. Ça rend malade. Ça donne pas une bonne image de notre arrondissement. Le rhume, et surtout pour les personnes qui souffrent des maladies respiratoires, en cette période, c'est vraiment difficile. Tu ne peux pas passer là sans porter un cache-nez. Non, tu ne peux pas. Si tu arrives à la de lunettes sans cache-nez, mais tu ne peux pas. Les yeux, on n'en parle pas. La respiration, c'est autre chose alors. D'accord. Pensez à la population que vous êtes censé protéger. On vous a voté pour ça. Donc, pensez à notre bien-être. Il y a Riabé Justin qui dit « Pourquoi avoir commencé plusieurs chantiers sur les routes et ne pas finir ?» Ils exposent tous ceux qui habitent aux alentours les maladies. S'il vous plaît, il faut au moins arroser chaque jour. Voilà. Il faut au moins arroser chaque jour parce que nous souffrons. Nous souffrons tellement. Nous qui passons là seulement, on se plaît, mais ceux qui habitent tout au long de ce tronçon-là, j'imagine leur galère. Hein. On avale la poussière chaque jour. Voilà. Oui, il y a un message? Oui, il y a Apollinaire qui parle de l'aménagement de la ville de N'Djamena. Nécessite une prise de conscience nationale. Il faut que la population prenne conscience pour aider aussi l'État à rendre la ville de N'Djamena propre. En tout cas, c'est vice-versa. Et la population et l'État. Mais à l'heure, c'est l'État qui a le plus de responsabilités. Parce qu'un individu ne peut pas se lever pour venir arroser tout le goudron.
on risquerait de t'interpeller. On dit, mais tu as eu l'autorisation ou tu le fais en tant que qui? Voilà. Donc, à l'heure là, comme le dit, il y avait entamé plusieurs chantiers à la fois, ça servait, ou bien ça sert à quoi? Moi, alors, si on a entamé la partie où ils ont raclé là, c'est pourquoi même? Si on a entamé le chantier, ça veut dire qu'il y a une somme qui a été déboursée. Ça veut dire qu'il y a eu des ententes quelque part. Alors, si on se lance, on doit le faire jusqu'à la fin. Voilà. Là, c'est l'État qui est plus interpellé. que vous avez gratté, cassé c'est là. C'est ça qui t'énerve. Irène, nous allons repartir de l'autre côté de la régie pour prendre ce qui énerve les Tchadiens. On a déjà dit pour nous. Ce qui m'énerve au Tchad, c'est le cadre politique. Le cadre politique est tellement énervant parce que tu vas voir que les gens aiment seulement la parole et il n'y a pas la pratique en appui. Les gens sont là, sont des manipulateurs dans la parole et ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils disent. Et cela énerve énormément. Tu vas voir que quelque chose se passe et on regarde, on attend jusqu'à lorsque la chose là finit. C'est à partir de là qu'on commence à agir. Et cela, c'est tellement énervant. Et c'est ça qui ne me plaît pas au Tchad. Ce qui m'énerve le plus au Tchad, c'est la circulation. Puisque nous n'avons pas de routes adéquates et ça rend la circulation un petit peu difficile à vivre. La solution que je peux proposer à mon niveau, c'est que l'État doit revoir l'état de nos routes. Et tout au plus essayer de reconstruire des routes adéquates pour pouvoir rendre la circulation fluide. Ouais. Il y a aussi la question de mental qui est là. Et c'est parce que la circulation n'est pas régulée comme il le faut. Les policiers ne font pas leur travail. Et donc ça rend les gens un petit peu, comment on dit là, ça rend les gens un petit peu sûrs d'eux de faire ce qu'ils veulent, quoi, sans conséquence. Ce que moi je peux dire, c'est qu'ils prennent leur travail au sérieux et qu'ils mettent de l'ordre dans la circulation. Ce qui nous génère beaucoup plus ici au Tchad, c'est le problème de conflit agriculteur-éleveur. Par jadis, ces deux couches sociales vivaient en harmonie. Et de nos jours, nous remarquons que de plus en plus, il y a ce genre de conflit qui est entretenu par les autorités. Et ces autorités, certaines sont mal intentionnées, et ce qui cause de bains de sang partout dans les villages. Et ça choque vraiment. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui fâchent dans notre pays. Hein. Comme le dit Larissia, nous on a dit pour nous déjà. On a déjà dit pour nous. Peut-être Dina et son assistant ont quelque chose à dire. Qu'est-ce qui vous énerve? Envoyez-nous des messages. Dites-nous à l'oreille. Dites-nous à l'oreille. Riabé et son équipe également. Qu'est-ce qui vous énerve? Riabé a également envoyé un message pour déplorer les chantiers entrepris partout, et puis qui ne finit jamais. Et on est là, on souffre. Voilà. Nous tendons tout doucement, Larissia, vers la fin du deuxième numéro de la semaine. Déjà, nous avons beaucoup de réactions de nos internautes, de nos amis internautes, comme c'est la journée de l'amitié. Voilà, merci pour votre amitié, merci pour vos messages. On va à présent parler de nos us et coutumes. On va parler un peu de la signification des noms chez les Ngambaï. Quand on donne un nom là,
il y a une signification derrière ce nom. Ouais. Et c'est pas seulement chez les Ngambaïens. Ouais, c'est presque un peu partout. Dans la culture tchadienne, on ne donne pas un nom comme ça pour le plaisir de donner. On donne un nom parce qu'on a vécu tel ou tel événement. On donne un nom parce qu'on a été marqué par quelque chose. Donc, on va encore repartir du côté de la régie pour cette capsule avant de revenir. Le nom est un mot qui sert donc à désigner une personne, un animal ou une chose. Bon, sans nom, on ne peut pas appeler quelqu'un. Sans nom, on ne peut pas désigner un objet. Sans nom, on ne peut pas désigner un animal. Donc, une personne doit absolument avoir un nom. Une identité. Il y a ça, une identité. C'est le nom. Comme nous disons très loin là-bas, en langue, que on est rinang. Donc ce que l'homme fait, ce que l'on fait, qui peut devenir un nom que vous pouvez porter dans l'avenir. Mais alors, à la naissance, qui peut donner le nom, qui peut attribuer un nom? Le plus souvent, c'est le père, c'est votre père, votre propre père, ou bien votre oncle paternel, pour dire le frère, pas oncle, mais pour dire le frère de votre père, un parent proche de votre père peut vous donner un nom, peut vous attribuer un nom, au nom de la famille. Il y a plusieurs sortes de noms. Nous pouvons dire des pseudonymes, nous pouvons dire des noms de famille, nous pouvons dire les noms de baptême, les noms de peuple, les prénoms, les sobriquets, les noms communs, noms propres, noms de théâtre. Donc quand vous êtes des artistes, vous pouvez avoir des noms qui vous permettent de jouer de rôle. Et alors, si c'est votre père, il vous donne un nom par rapport à son existence, par rapport à ce qu'il a vécu, et par rapport également en pensant au futur. Il peut vous donner un nom. On dit Ndjetroala par exemple, Ndjekingane par exemple, Ndjeraro par exemple, Mbaïlao par exemple. Là, on donne de nom par rapport, que ce soit au passé, du père ou de la famille, au présent, on dit oui. Il y en a qui disent Rémadj, par exemple, c'est ça. Et par rapport au futur, Djerane, on dit comme ça, pour le futur. Djekingane, on peut donner comme ça, parce que l'enfant naissant n'a rien encore sur lui, mais c'est dans l'avenir qu'il fera. Donc, on donne de nom par rapport à ces trois temps-là, au passé, au présent et au futur. Mais celui qui, si la femme est en grossesse et que son mari décède, l'enfant qui naîtra prendra un autre nom. On dit Ndjerandouba. Par exemple, c'est ça, n'est-ce pas? Ngardouba, Bainaindouba, c'est des noms comme ça. C'est-à-dire des enfants qui sont nés après leur père. C'est ça, hein? Et on leur donne des noms. Ndouba. Le plus souvent, c'est des termes qu'on attribue aux... Ndouba, on attribue toujours aux hommes. Beaucoup, c'est aux garçons. Bainaindouba, Ngardouba, comment? Djerandouba. Dendouba, oui, et ma fille, oui. Mon père est décédé, j'ai mis au monde une fille, hein, comme ça, après, hein, et lui donne le nom Dendouba. C'est ma fille. Elle est très grande même déjà. Donc, Ndouba, ça veut dire que un enfant ou une fille qui naît après le décès de... Là-bas. Oui.
En tout cas, c'est ça aussi. Hein? Ouais, c'est ça l'ambiance sur le plateau. Quand un élément passe là, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe derrière ça ici sur le plateau. Voilà. On va dire merci à la régie pour cet élément très riche. Voilà, on ne se lève pas un matin comme ça pour donner un nom à son enfant. C'est souvent lié à quelque chose. Effectivement. On projette dans le futur, on donne le nom. Ou bien un truc du passé qui a été marqué, on donne par le les nom. parents. Oui. Voilà. Et on remarque que les noms ont d'impact sur la personne qui le porte. Effectivement. Quand tu donnes un nom qui a un sens négatif là, ça va avoir d'impact négatif également sur la personne. On voit souvent ça. Hein? Oui, il y a de ces choses-là. Oui. Mais parfois, on donne les noms. Mais quand on essaie de voir le caractère ou bien la manière où la personne vit, c'est bien différent de la signification de son nom. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et parfois, si le parent a bien réfléchi pour donner, il dit non, je me suis trompé pour te donner ce nom-là. En tout cas, et aussi, Irène, il y a une chose, tu vois, c'est difficile pour nous, en Afrique et surtout au Tchad, quand tu portes un nom en français. On sait que le nom a de la signification, mais on se dit normalement ça doit être en langue. Quand c'est en français, ça ne passe pas. Oui. Et moi, ça a toujours été mon problème. Quand on demande mon nom et je donne le nom et que c'est en français, les gens disent non, mais ça c'est un prénom. Je dis mais non, quand tu vois la signification, le père sait pourquoi il s'est inspiré pour donner le nom. Mais toi, tu me dis que c'est un prénom juste parce que c'est en français. Oui. Mais quand tu essayes de définir, ça donne un sens. Oui. Alors, il faut aussi lever cet équivoque-là. Donnez des noms qui ont des sens à vos enfants. Hein. Absolument. Ne donnez pas n'importe quel nom à l'enfant, surtout aspect négatif, là, pardon. Ça peut jouer. Les noms de l'ovélas, on ne sait même pas ça signifie quoi en français. On prend, on colle sur l'enfant parce qu'on a vu ça dans une série quelque part. Luena, Daniela, Danina. En tout cas, il y a beaucoup de choses. On ne critique pas, mais surtout donner des noms qui ont des sens et surtout expliquer aussi à l'enfant pourquoi est-ce que je t'ai donné ce nom. Ça va aussi, ça va aussi l'aider pour dire mais non, moi c'est que il y a telle chose qui s'est passée. Et puis, papa m'a donné ce nom, maman m'a donné ce nom. Ça va beaucoup aider l'enfant à grandir. En tout cas, et moi, il y a un aspect que j'ai retenu. Il dit que c'est généralement les hommes, le papa ou bien les parents du côté du père qui donnent le nom à l'enfant. La partie là, pour dire vrai, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, mais n'a pas le droit c'est son avis de donner un nom à son pourtant, fils. c'est elle qui porte l'enfant. Elle sait combien elle a souffert. Mais passe parfois quand l'enfant arrive au monde là, même papa. Donner un petit nom à l'enfant, même là, c'est papa qui doit donner. En tout cas, c'est son avis et c'est aussi comme ça que l'Africain est, le Tchadien est. Donc, mais de nos jours, il y a des mamans qui donnent les noms. Tu vas trouver un enfant avec 2, 3 noms. Un a été donné peut-être par papa, maman également qui aimerait donner un nom à l'enfant. Oui, quand c'est comme ça, c'est compréhensible. Et puis ça va, ça fait un bon mélange, ça va, ça donne. Demander l'avis de la femme également quand il y a un accouchement dans la maison. Voilà, s'entendre avec son mari, quel nom est-ce qu'on peut donner à l'enfant. Surtout si vous vous entendez que vous donnez, ça, tu vois, ça fait joli. Ça fait joli. Mais souvent là, quand tu te lèves seul, tu découvres que ton enfant tu décides que voilà, mon enfant va s'appeler tel sans l'avis de la maman. En tout cas, Irène, nous sommes arrivés à la fin. De notre deuxième numéro. Très, très, très important, très riche. Surtout avec les conseils de Madame Baïbarmbut. Avec l'intervention de nos amis internautes et aussi nos amis auditeurs qui certainement nous ont suivis. Et les téléspectateurs aussi. Je fais big up comme ça à la grande famille de Guirbet grâce Bagma. Qui nous suit aussi depuis le 7e arrondissement. Ça fait plaisir. Merci. Oui, de co-présenter. Merci pour la co-présentation. Ce fut un duo féminin qui était donc à votre service. On espère que vous avez aimé.
On va dire merci à Dina Love et son assistant, le grand Malachi Nabi, pour la réalisation. Le président des expatriés. Voilà, notre tout petit stagiaire qui est derrière les caméras. Oui, Abdias. Merci également à toi. Et le grand ingénieur de son alors. Voilà. Lui, quand il décide... Si tu fais malin, là, il va couper ta voix. Les téléspectateurs ne vont rien entendre. Merci également pour le travail abattu. On va dire merci à Riabé à la diffusion. En tout cas, merci. Toute son équipe. À Madame Baïba qui coordonne les choses également. En tout cas, nous sommes une très grande équipe qui se lève chaque matin pour vous servir. Larissa et moi, nous sommes que la finition. La finition, oui. Nous, là, on est finition seulement. Vous nous voyez ici deux sur le plateau, mais derrière nous, il y a toute une grande équipe. Il y a toute une armée. Hein. Voilà. Merci à vous. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Ouais. On va se donner rendez-vous demain pour encore bénéficier d'autres contenus, d'autres sujets dans votre émission du matin. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, je le dis toujours, restez en compagnie de nos programmes parce qu'il y a des bonnes choses toute la journée sur la chaîne citoyenne La Vision du Futur. Larissa, à demain. À demain. Merci, au revoir. Bye bye.